hein, juste le début, mais les échanges ne seront pas enregistrés. On ne va pas vraiment avoir la liberté d'échanger comme bon nous semble. Voilà. Oui, non, ça ne m'intéresse pas. Annuler. Ah oui, OK. OK. Vous voyez bien mon écran? Parce que je vois un petit truc de Zoom. Est-ce que vous voyez un petit écran bleu? Ouais, super. Donc, on a vu un peu, c'est un peu ça l'idée. Hein? Quand on s'intéresse à l'intervention sociale, mais on voit un peu que ceux à qui on s'intéresse, ce sont des populations considérées comme étant déviantes, marginales ou plus largement non conformes. Hein? Donc, c'est vraiment les populations qui vont vous intéresser. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Excusez-moi, je vous embête encore. Je vois mon écran est en pause. OK, bon, on va recommencer ça. Hop. Et voilà. Ah, donc, ça va pour là? Vous voyez bien mon écran? Oui. Merci, Brigitte. Tu es ma spécialiste avec la manière que tu acquiesces. Je suis bien au courant de la chose. Mais ce qui nous permet quand même, qui est intéressant comme sociologue, c'est-à-dire que c'est assez difficile d'étudier qu'est-ce que la normalité, qu'est-ce que la conformité, parce que la conformité n'attire pas l'attention. La conformité va de soi. Mais l'intérêt que la non-conformité a pour les sociologues et les travailleurs sociaux au sens large, mais c'est que ça nous permet d'avoir un point de mesure. C'est-à-dire que ce qui pose problème est toujours lié à la conformité. Donc, à quelque part, ce dont on accuse les non-conformes, ce dont on pointe les défaillances que l'on identifie, c'est les populations non-conformes, ça nous dit beaucoup sur la conformité. En gros, aujourd'hui, on identifie surtout trois grands éléments. C'est le manque de responsabilité, le manque d'autonomie et le manque également de capacité d'adaptation. On a trois grands éléments et c'est souvent ça qu'on va essayer de valoriser dans l'intervention. Le fait que l'individu devienne autonome, qu'il prenne ses responsabilités, qu'il devienne également un être capable de prendre des initiatives personnelles pour régler ses propres problèmes. C'est souvent ce qu'on essaie d'activer à quelque part chez l'usager ou le client, si vous êtes cynique, mais disons l'usager. Et c'est un peu ce que ça nous dit. Ça nous dit à quelque part que on a une idée de l'individu tel qu'il devrait être, normal, ordinaire. Ce n'est pas un individu qui fait ou telle chose. Il peut faire à peu près ce qu'il veut dans la mesure où il le fait de manière autonome, de manière responsable et qu'il prenne également des initiatives personnelles. Donc, comme sociologue, c'est un peu intéressant que c'est un peu l'idée que la non-conformité peut également énormément nous indiquer ce qui est considéré comme un individu ordinaire, ce à partir de quoi les autres sont considérés comme étant non conformes. Ce qu'on a vu également au dernier cours, c'est que d'un coup où la fameuse non-conformité est identifiée, mais on a vu un peu que qu'est-ce que ça va amener? Ça va susciter des réactions chez les membres du groupe. Par exemple, un exemple assez typique, chez des étudiants, pour ceux et celles qui veulent intervenir en milieu scolaire, c'est en fonction de la moyenne des étudiants. On va dire que les étudiants ont 65, qu'on va considérer qu'une note est considérée comme étant mauvaise, qu'elle s'éloigne en quelque part de la norme. C'est en fonction d'étudiants qui sont assis en classe, qui écoutent en classe, qui lèvent la main lorsqu'il s'agit d'intervenir. Ils font leurs devoirs, ils sont gentils avec les professeurs, vous voyez un peu l'idée, qu'à partir d'une définition de la norme, que la non-conformité arrive et c'est eux autres qui vont susciter des mécanismes de contrôle social. On n'intervient pas auprès des jeunes considérés comme étant ordinaires, on intervient auprès des individus considérés comme étant non conformes. Mais ce qu'on a vu au dernier cours, c'est que le fait qu'on ait des comportements non conformes, ça va susciter des réactions, amener l'idée qu'il faut un contrôle social, mais on a des risques associés à ça. Quels sont ces risques? On a vu un peu, c'est toute la dynamique de l'étiquetage social, de la stigmatisation. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que l'identité, l'élément qui pose problème chez un individu va finir par l'étiquette qu'on va lui donner, par exemple, d'étudiant en difficulté. Je prends l'exemple de l'école. L'étiquette d'étudiant en difficulté va finir par contaminer l'entièreté de l'individu. On va oublier toutes les autres dimensions de sa personne, de son individualité. On va ne voir que l'étudiant en difficulté. C'est dans ce sens-là que le stigmate fonctionne. On met de côté toutes les autres dimensions de son existence, toutes les autres dimensions de son individualité. On va garder uniquement l'étiquette qui pose problème. Et souvent, on va intervenir uniquement que sur cette étiquette-là. Donc, souvent, ça pose problème. Ça veut dire qu'on va le considérer comme un étudiant en difficulté, un ex-détenu en besoin de réinsertion, une personne qui a été, par exemple, victime de violence conjugale.
On va oublier les autres dimensions de son existence. Ce qui, par exemple, posait problème quand je m'intéressais aux consommateurs de drogues injectables. Ils allaient à l'hôpital et pour des problèmes de l'abcès de la peau, hein, parce qu'il y avait des problèmes au point de vue des techniques de l'injection, mais on oubliait le fait que c'est un individu comme les autres qui a juste besoin de soins de santé. On ne faisait que leur parler de leur toxicomanie, de leurs problèmes de consommation. Qu'est-ce qui faisait en sorte que, statistiquement, on voyait que ces gens-là allaient beaucoup moins à l'hôpital. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne veulent pas se faire parler de leurs problèmes de toxicomanie. Ils ne veulent avoir que leur service de soins de santé, soins auxquels qu'ils voulaient avoir lorsqu'ils se sont présentés à l'hôpital. Donc, la stigmatisation pose problème dans l'intervention, c'est qu'on a tendance à ne voir qu'une seule facette de l'individu qu'on a en face de nous et qu'on va agir de manière stéréotypée parfois avec cet individu-là. Donc, on doit faire attention à ne pas stigmatiser les individus, mais c'est plus fort que nous. Évidemment, on vit en société, on partage l'image socialement négative associée aux toxicomanes, à la travailleuse du sexe, à l'étudiant en difficulté, donc à toutes les populations auprès desquelles on va être amené à intervenir. Mais il faut avoir conscience de ces constructions sociales. Également, on a vu au dernier cours que le fait d'être identifié à une catégorie sociale qui est négative va amener son lot d'identités sociales secondaires qui sont également négatives. Lorsqu'on avait déjà discuté, mais lorsque je vous dis ancien détenu, si je vous demandais par exemple quelques adjectifs qui pourraient vous permettre de le qualifier, cette personne-là, peut-être vous allez dire, hein, vous êtes tous des bonnes personnes, des personnes qui pensent ça ici, mais la population, on va dire, pensera à des termes comme voleur, menteur, manipulateur, probablement violent. Donc, voyez-vous un peu l'idée, on a une étiquette d'ex-détenu, on a un ensemble d'identités sociales secondaires négatives qui y sont associées. Mais lors de l'intervention, on va considérer que la personne est menteur, manipulateur, voleur et que ça va évidemment teinter notre manière d'intervenir auprès de cette personne-là. Donc, il faut faire attention à de la stigmatisation et à la marginalisation également lorsqu'il s'agit d'intervenir auprès des individus qu'on a mis dans certaines populations. On va revenir en quelques instants sur la construction sociale des fameuses populations. Autre élément sur lequel j'aimerais également intervenir, c'est que vous n'avez peut-être pas entendu, je peux peut-être faire ceux-là ici, hein, qui sont peut-être plus, ils auront peut-être plus dans l'ordre, hein, je suis à la dernière page du diapositive. D'autres éléments également sur lesquels il faut faire attention. Il y a également des individus qui sont marginalisés, hein, qui vivent en marge de la société. Ce sont des identités sociales qui sont moins valorisées, encore une fois, qui sont très stéréotypées, qui ont énormément de préjugés sur ces individus-là. On doit toujours faire attention de se méfier de ses propres préjugés, des propres stéréotypes. On n'est pas des mauvaises personnes, on vit en société, on a à quelque part intériorisé les préjugés qui sont associés aux différentes populations en difficulté. Hein, par exemple, si vous aviez, par exemple, à me donner une qualité des travailleuses du sexe, est-ce que vous seriez capable spontanément de m'en dire une comme ça? Vous n'êtes pas des mauvaises personnes, je le sais, c'est absolument pas ça l'idée. Mais est-ce que, par exemple, être attentif aux besoins d'autrui, ça peut vous arriver comme question? Une forme de... peut-être, mais souvent, qu'est-ce qui va nous arriver comme définissez-moi une travailleuse sociale du sexe? Ce n'est pas très, très valorisant pour cette personne-là. Donc, encore une fois, ça va comme à quelque part masquer, hein, Rosa, elle a quand même raison, une forme de sensibilité. Oui, on a des qualités positives, mais spontanément, ce n'est pas à celles que l'on pense, même si elles sont sûrement bien présentes chez ces individus-là. Hein. Donc, ça va avoir tendance à mettre un voile à quelque part dans l'intervention entre nous et la personne auprès duquel on intervient. On a quelque part une image toute construite de la personne qui va venir en consultation et qu'elle soit dans différentes populations, personnes âgées, que vous soyez personnes étudiants en difficulté, que vous soyez également avec des populations marginalisées, populations auprès duquel vous allez intervenir comme éducatrice et éducateur spécialisé. Il faut faire attention à notre construction sociale de ces différentes catégories d'individus. Donc, il y a cet élément-là également qu'il faut évidemment prendre en compte, qui pose d'ailleurs de grands défis lors de l'intervention, hein, parce qu'on est des individus qui vivons en société. On a été alimentés par des préjugés et des stéréotypes, hein, évidemment par les commérages que vous avez entendus comme histoire, mais également penser à tous les films, à toutes les téléséries auxquelles on s'abreuve, ont des images quand même relativement négatives de ces différentes populations.
Également, il faut faire attention à son propre positionnement social. On vient de quelque part, c'est-à-dire qu'on a tendance, tous les humains, hein, ont tendance à généraliser à l'ensemble des individus leur expérience personnelle. J'en ai connu un, moi, un comme ça. J'ai vécu cette situation-là. Il faut faire attention à ne pas généraliser. Hein. On appelle ça le biais de l'expérience personnelle. Ce n'est pas parce que, par exemple, je connais un anglophone qui n'est pas très gentil que tous les anglophones ne sont pas gentils. Mais évidemment, la manière par laquelle notre cerveau fonctionne, comment il fonctionne en société, on va avoir tendance à faire des généralisations de ces individus-là. Donc, évidemment, ça va avoir tendre à justement teindre notre manière d'intervenir auprès de ces individus. Également, on a vu un peu par rapport à l'habitus culturel. Hein, l'habitus culturel, on a vu un peu, c'est la culture qu'on a intériorisée en cours de notre socialisation. Par exemple, une manière de réfléchir, une manière de penser, une manière de se vêtir, une manière de se comporter qui est très propre à notre milieu social. Mais évidemment, on va avoir tendance à juger, en quelque part, les individus en fonction de cet habitus culturel-là. Hein? Donc, par exemple, de juger notamment, par exemple, leur manière qu'ils auraient de s'exprimer. Hein? Les personnes auprès desquelles on intervient ne vont pas s'exprimer toujours dans un langage qui est très joli, très fleuri, souvent parfois très fleuri. Pensez par exemple à les cas d'itinérance ou des cas de pauvreté extrême. Mais ce sont des individus qui vont s'exprimer d'une certaine manière, mais qu'il faut faire attention à ne pas disqualifier ces individus-là en fonction d'une manière de s'exprimer, d'agir, de se vêtir ou de se comporter dans la vie quotidienne. Encore une fois, il faut penser à notre propre positionnement social, réfléchir par rapport à qui nous sommes dans la société. Eh bien, ça a énormément d'influence sur nos manières d'avoir des interactions avec les autres. Hein, toujours faire attention à cet élément-là. Enfin, un autre gros élément sur lequel il faut vraiment porter attention, c'est les groupes et les populations. Vous allez avoir des cours qui se nomment clientèle. Hein, vous avez sûrement vu dans votre cursus que vous avez clientèle 1, clientèle 2, clientèle 3. Et la question qu'on a, c'est que les clientèles ou les populations ou les groupes, les toxicomanes, les travailleuses du sexe, les itinérants et même on va faire la même chose également avec les groupes ethnoculturels sur lesquels on va revenir, hein, les Mexicains, les Africains, on se construit des populations. Hein. Mais pour ce qui est ceux auprès desquels vous allez intervenir, comme dans l'intervention, d'éducation spécialisée, mais ces populations-là sont construites par le chercheur. Elles n'existent peu ou pas. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont en commun uniquement d'être distants de la norme par rapport à un élément particulier. Si je prends deux étudiants en difficulté, par exemple, qu'ont-ils véritablement en commun que celui que d'être en situation de difficulté à l'école? Ils peuvent venir de milieux culturels complètement différents, de milieux économiques complètement différents également. C'est un peu ça qui est difficile. Hein? On a la tentation de construire des catégories, de construire des populations, puis vous dites, les itinérants sont, les travailleuses du sexe sont, les étudiants en difficulté sont, les personnes âgées sont. Mais faire attention dans la mesure où ce sont des populations qui sont construites, hein, ça veut dire qu'elles n'existent pas réellement. Hein. Ils ont en commun, ces individus-là, par exemple, d'être plus ou moins conformes, d'être plus ou moins autonomes, d'être plus ou moins responsables, d'être plus ou moins en situation d'itinérance. Mais l'ensemble des autres dimensions de leur existence, bien, il y a peu ou pas en commun, hein, alors, ces individus-là. Par exemple, si je prends un itinérant et une personne itinérante, bien, le fait du genre a énormément d'influence. L'itinérance au masculin et l'itinérance au féminin a peu ou pas à voir avec les deux. À part l'idée de ne pas avoir de domicile, hein, de domicile qui est fixe et avoir peu ou pas de revenus, mais ces individus-là ont très, très peu en commun. Donc, il faut faire attention aux fameuses populations que l'on construit en tant que spécialiste et en tant que chercheur. Vous allez voir au cours de votre formation, comme je vous dis, les cours de clientèle 1, clientèle 2, clientèle 3, je crois que vous avez 3 cours de clientèle. Ceux qui vont vous donner sont très, très bons. Hein. Je ne vous dis pas, méfiez-vous de ces individus-là, mais il faut faire attention à quelque part, de la même manière que si je construis la catégorie, on va revenir un peu sur le cours plus tard dans la session, est-ce que, par exemple, les Blancs sont tous pareils? C'est un peu l'idée. On les met dans la même population, on les met dans la même catégorie, mais pour vous, vous dites, ça n'a absolument pas de bon sens, mais il semble que ça n'a pas rapport à cette population-là. Mais par contre, si je vous dis,
Est-ce que les prisonniers sont tous pareils? Est-ce que les travailleurs du sexe sont tous pareils? Bien, spontanément, hein, on peut se dire, ben, ça ressemble pas mal tous. Mais dans les faits, ils ont tous des trajectoires sociales particulièrement différentes. Ils ont en commun uniquement d'avoir abouti à quelque part à une situation qui est ici l'incarcération, par exemple. Donc, on doit se méfier aux populations que l'on construit en tant que spécialiste, en tant qu'éducateur et éducatrice spécialisés. C'est-à-dire qu'on va vous donner beaucoup d'outils pour intervenir auprès de ces populations-là, mais quand même, n'oubliez pas la même chose qu'on a vu avec la stigmatisation. Il faut voir toute la profondeur biographique de ces individus-là si vous voulez avoir une intervention qui est, évidemment, qui pourrait véritablement fonctionner auprès de ces personnes-là, de ne pas uniquement les considérer par leur identité sociale négative, hein, qui est celle de la population dans laquelle il est considéré comme posant problème. Ça va, Kimi? Tu as l'air de rigoler beaucoup, puis tout ça, j'imagine que tout est sous contrôle de ton côté? OK, super. Donc, les fameuses constructions des populations, évidemment, ça peut énormément poser problème. Autre élément sur lequel j'aimerais intervenir, hein, qui a quand même été un peu en filigrane de ce qu'on a vu depuis le début de la session, vous allez sûrement entendre parler énormément de ce qu'on appelle l'empowerment. Est-ce que ça vous dit quelque chose? L'empowerment, je ne sais pas trop si ça vous dit quelque chose, parce que je ne sais plus, parce qu'habituellement, Sociologie et la Société québécoise se donnait habituellement à la fin du parcours. Fait que moi, je sais ce qu'eux ont vu comme matière, mais empowerment, non, ça ne vous dit pas grand-chose encore. Mais c'est une stratégie d'intervention qui est très populaire. En gros, c'est quoi? Bien, on a un peu l'image traditionnelle du patient, hein, du patient, en gros, qui n'est pas très actif. Il attend les directives à quelque part des intervenants et du médecin également. Donc, Kimi, pourrais-tu vous fermer ta caméra? Ça me gosse de te voir rire comme ça. Ferme-la, ça me dérange. Juste ferme ta caméra. Continue à rire avec ton entourage, ça ne me concerne pas, là, mais voilà, excusez-moi. Donc, on a un peu cette idée-là, en fait, l'empowerment se construit quelque part en réaction avec une ancienne stratégie d'intervention, où la personne est relativement passive, suit les directives, par exemple, des intervenants et du médecin, par exemple, qui vous dit, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Hein? Donc, il est quelque part dépendant des intervenants et également, on ne suscite pas énormément son autonomie. Et c'est ça que vise l'empowerment. L'empowerment, c'est l'idée de il n'y a pas vraiment de traduction hein, qui est très jolie en français, mais en gros, c'est la remise du pouvoir de l'intervention dans les mains de l'usager. En gros, qu'est-ce qu'on veut faire? Mais c'est de dire qu'on va faire en sorte qu'un individu qui autrefois était passif devienne actif dans sa propre recherche de solutions. On essaie d'activer son autonomie, en fond, qu'il trouve les moyens par lui-même de sortir de sa propre condition. À quelque part, les intervenants sont davantage des assistants dans leur manière de se sortir à quelque part par eux-mêmes de leur propre situation dans laquelle ils ont été placés. Hein? Donc, cette stratégie-là qui est très populaire et qui est véritablement, une idée qui a un fondement humaniste, c'est-à-dire tous les individus sont capables, en quelque part, ont quelque part à l'intérieur d'eux-mêmes une capacité d'agir. On essaie de passer d'un mode qui était vertical d'intervention à un mode plus horizontal. Hein. Par exemple, l'usager est avant tout on est d'avant tout un allié de l'usager plutôt que quelqu'un qui va lui dire quoi faire concrètement. On essaie de le rendre davantage actif. C'est également là-dedans qu'on passe du bénéficiaire de service à un client. Ça veut dire qu'il est lui-même, si on veut, le client de son intervention. Et également, on pense à l'idée qu'il est un acteur de sa propre réhabilitation. Donc, il y a vraiment cette philosophie-là qui est très, très forte. L'individu, évidemment, il est considéré comme étant libre de contraintes. Il est potentiellement autonome, potentiellement responsable, potentiellement capable d'initiative. Et la stratégie d'empowerment vise à activer ça chez l'individu, le rendre autonome, le rendre responsable, lui faire prendre des initiatives dans l'amélioration de ses conditions de vie. Et vous allez voir énormément de stratégies qui vont être ça, hein, d'intervention que vous allez voir. C'est-à-dire, on va essayer de susciter puis d'activer ces potentialités-là chez l'individu. Il serait potentiellement autonome, responsable, capable d'initiative. Le but du travail, ce n'est pas de lui dire quoi faire, mais d'activer sa capacité d'autonomie, de responsabilité et d'initiative personnelle.
Par contre, hein, la critique qu'on a à faire, là, tu dis spontanément, qui est contre ça? On ne peut pas être contre la vertu. Hein? Qui peut être contre le fait que les individus deviennent autonomes, prennent leurs responsabilités, hein? Également qu'ils prennent des initiatives? Ben, ça ne peut pas être mal pour personne. Je ne vois pas une descendante qui dit non, je veux qu'il reste passif, non, je veux qu'il reste dépendant. Alors, effectivement, hein, c'est quelque chose de relativement valorisé. Toutefois, ce qu'on peut voir, c'est que. Excuse-moi, Rosa, tu avais levé la main. Mais je ne trouve pas réaliste dans le fait qu'une personne qui n'a pas d'éducation ou qui n'a pas de santé mentale ou n'est pas bien encadrée dans le fait de comment agir de meilleure façon, mettons, dans une dépendance, alors c'est pas réaliste, c'est pas capable de faire ça. Tu as absolument, Rosa, t'as absolument raison, Rosa, puis c'est là que je m'en venais un peu, c'est-à-dire que est-ce que l'autonomie, la responsabilité, la prise d'initiative, est-ce que tout le monde est égal par rapport à ces qualités-là qu'on essaie de développer? Ben, pas tant que ça. Hein? C'est-à-dire qu'auparavant, tu avais un peu l'idée que l'autonomie, ça allait devenir à la fin du processus. Mais aujourd'hui, on demande à ce que la personne soit autonome au début du processus. Hein? Il y avait un peu cette idée-là. Je vais faire juste un petit exemple par rapport à mes fameux consommateurs de drogue injectable, hein? Juste pour vous embêter bien comme il faut. Il y avait un peu cette idée-là que qu'est-ce qu'on leur demandait, c'est qu'ils prennent par eux-mêmes l'initiative d'aller au centre d'injection supervisé, qu'ils agissent de manière autonome et qu'ils prennent la responsabilité de leur risque infectieux. Donc, c'était ça qui était demandé au début de l'intervention. Mais qu'est-ce qui se passe, comme Rosa un peu le soulignait, c'est-à-dire que dans les populations en difficulté, même si on peut effectivement critiquer la notion de population, ces individus-là n'ont pas la capacité d'être autonomes, n'ont pas la capacité d'être responsables. Et ce qu'on voit également énormément, malheureusement, c'est un discours qui amène ces individus-là à prendre la responsabilité de leur succès, ce qui est très bien, mais également de leurs échecs, qu'ils finissent à quelque part par considérer que s'ils sont dans cette situation-là de difficulté, c'est qu'ils ont pris un ensemble de mauvaises décisions au cours de leur existence qui leur amènent justement à être dans une population, dans une situation défavorable. Donc, on a un peu ce discours-là hein, qui est très contemporain, excusez-moi, hein, qui est très, très, très contemporain comme discours, c'est-à-dire les individus, à quelque part, devraient être autant responsables de leur succès, ce qui est très bien, mais également de leurs échecs. On a vu un peu ça avec la pauvreté. Hein? Quand on parlait de la pauvreté, comment on construisait l'image de la personne défavorisée, mais à quelque part, c'est de ta faute. Quand je vous dis aussi de ne pas généraliser par votre expérience personnelle par rapport aux autres, moi, je suis allé, j'ai lâché ma job, là, puis je suis allé, moi, faire une technique au cégep, faire éducation spécialisée, c'est pas évident, donc tout le monde pourrait le faire. C'est un peu ça le danger de cette idée-là. Hein? C'est-à-dire on a tendance dans l'intervention à surresponsabiliser les individus par rapport à leur situation de difficulté. Évidemment, les individus ont une part de responsabilité par rapport à ce qui leur arrive dans leur existence. Toutefois, on a un peu vu avec les positions sociales de départ, si, par exemple, vous êtes né dans un quartier défavorisé, dans une famille également où est-ce que la violence familiale à l'intérieur et qui n'a pas nécessairement accès à l'emploi, vous avez quand même une part de responsabilité qui est moindre par rapport à éventuellement avoir des difficultés à l'école, avoir des difficultés par rapport à l'insertion à l'emploi. Mais on a malheureusement un discours qui a de plus en plus tendance à surresponsabiliser les individus et on oublie à quelque part que nous sommes dans des sociétés inégalitaires. Les sociétés ne sont pas égalitaires, malgré le discours qu'on a vu un peu hein, sur le self-made man, hein, sur l'idée du discours qu'on avait de la méritocratie. C'est-à-dire un peu qu'on vit dans des sociétés inégalitaires. C'est absolument pas tout le monde qui part avec la même position de départ, mais on a tendance à enlever le discours social sur les inégalités et à considérer que chacun doit individuellement prendre sa place dans une société inégalitaire. Et on va essayer de favoriser l'adaptation de l'individu à une société qui est essentiellement inégalitaire. Mais le discours sur les inégalités sociales a tendance à disparaître. On a énormément tendance à individualiser les problèmes sociaux. Hein, on parle plus, par exemple, on parle de moins en moins de les grandes questions de la pauvreté, mais de personnes en situation de pauvreté qu'on essaie, si on veut, d'autonomiser, de responsabiliser avec un ensemble de stratégies d'intervention. Donc, il ne faut pas oublier que c'est quand même structurel, ces choses-là. C'est également social, les grandes inégalités. Mais on a tendance un peu à mettre ça un peu de côté. Également,
Autre élément, de plus en plus, on se rend compte que malgré les grands discours qu'on se dit, on va essayer vraiment de demander à la personne ce qu'elle a besoin. Hein, dans le fond, que ce ne soit pas les intervenants qui formulent les objectifs, mais que la personne formule elle-même les besoins. Mais de plus en plus, on se rend compte que les véritables besoins, ce que la personne a véritablement besoin, c'est avant tout les besoins de l'environnement social dans lequel il vit. Hein? Par exemple, un étudiant en difficulté, si je prends cet exemple-là, mais c'est quoi son besoin? Mais il a besoin d'améliorer sa note, il a besoin d'améliorer ses concentrations, il a besoin. Mais qu'est-ce qu'on fait finalement? On vise de plus en plus, hein? On va de plus en plus faire en sorte qu'on va essayer d'adapter l'individu à un environnement profondément inégalitaire en essayant de travailler sur l'individu et de moins en moins sur les conditions sociales qui fabriquent l'exclusion sociale, la pauvreté, la stigmatisation, le sexisme, par exemple. Même sur le sexisme, ça me fait quand même rire. Hein? Je regardais des choses comme ça. Hein? On a vu un peu des chiffres sur les inégalités par rapport au sexe à l'emploi. Mais on va favoriser, par exemple, que tu devrais prendre des cours de management, tu devrais prendre des cours de... OK, parlons du sexisme. Mais non, on a tendance à davantage intervenir directement sur l'individu lui-même. Autre chose, ce qui est assez dommage également dans l'intervention, c'est que de plus en plus, on a tendance à surresponsabiliser les individus par rapport à leurs échecs. La stratégie étant, je vais vous donner un ensemble de moyens qui vous est accessible pour vous en sortir. Si vous ne vous en sortez pas, bien, collectivement, on peut, si on veut, se dissocier de leurs échecs dans la mesure où, à quelque part, tu n'as pas réussi, toi, comme individu, à saisir les opportunités qui t'étaient offertes. Donc, on a tendance de plus en plus à collectivement se déresponsabiliser des échecs et de surresponsabiliser l'individu par rapport à ses échecs personnels, qui certes sont vécus individuellement, mais ils sont encore une fois souvent ceux de sa classe sociale. On a vu un peu, par exemple, sur les difficultés d'accès à l'école, qui est souvent associée à des difficultés d'accès à l'emploi. Ce sont le plus souvent les individus les plus défavorisés qui n'ont pas accès au cégep et à l'université également. On va dire, quelque part, tu aurais pu étudier plus fort, tu aurais pu aller voir des tuteurs, tu aurais pu aller voir un ensemble d'intervenants. On a tendance à surresponsabiliser les individus en fonction de leurs échecs. Il y a également trois autres choses dont il faut se méfier. D'une part, le psychologisme. Les problèmes sociaux ne sont pas des problèmes psychologiques. Hein? On a de plus en plus tendance à considérer, hein, on appelle ça le psychologisme, à considérer que ce sont des problèmes d'adaptation, des problèmes en fond, des problèmes psychologiques au sens large. Par exemple, quand on entend des problèmes de violence conjugale, hein, lorsqu'il y a des crimes de violence conjugale, de plus en plus, on a tendance à traiter dans les médias comme étant des problèmes psychologiques. Dépression majeure, le cerveau a clenché. Hein. On a vu ça dernièrement, un individu qui avait quand même tué sa femme à coup de... je vous ai parlé des détails sordides, hein, mais à coup de cul de billard. On a dit, oh non, il y a eu son cerveau, il y a eu un problème dans son cerveau. Hein. Mais quand même, avez-vous remarqué que c'est majoritairement les femmes, lorsqu'elles meurent, ce sont leur mari ou leur ancien mari qui sont le plus souvent la victime du meurtre. Donc, la question du sexisme, la question également des inégalités sexuelles, on a tendance à les mettre de côté comme discours très, très large et à considérer que c'est un ensemble d'individus qui ont eu des problèmes dépressifs, d'adaptation ou d'anxiété qui ont fait en sorte qu'ils ont passé tout simplement à l'acte. Pensez par exemple au fameux cas de Guy Turcotte. J'imagine que vous vous en rappelez un peu tous de cette histoire-là. Qu'est-ce que la défense a essayé d'amener? Il avait d'ailleurs gagné son premier procès. Ce n'était pas l'idée que tu n'as pas accepté que ta femme te quitte parce qu'il y a une dynamique de possession de la femme par le mari dans les sociétés occidentales. Non, c'est simplement que tu avais un problème de dépression avec difficulté d'adaptation. C'était ça, la première cause. Hein? C'est-à-dire qu'il y avait des problèmes psychologiques. Mais à quelque part, aujourd'hui, quand on considère les cas de crime, la criminalité, est-ce qu'il y a des gens qui commettent des crimes qui ne sont à quelque part pas des individus ayant des problèmes psychologiques? De plus en plus, l'entièreté des individus, ils sont associés à des problèmes psychologiques, qui sont le plus souvent que la manifestation de problèmes sociaux beaucoup plus grands, hein, mais qu'on a tendance à mettre de côté au profit de l'analyse de la psychologie des individus. La tendance un peu qui va un peu là-dedans, c'est avec un peu tout ce qui est mais qui va un peu avec, hein, sur... à la fois, j'ai parlé du psychologisme, considérer tous les problèmes comme étant des problèmes psychologiques. Il y a également le biologisme, de considérer que l'entièreté des problèmes, ce sont des problèmes biologiques. De plus en plus, on voit ça avec la neuropsychologie.
En gros, c'est quoi? Ben, c'est que, par exemple, le cas typique, la dépression est une maladie du cerveau. Hein. Il y a beaucoup cette thèse-là qui est très, très forte. Donc, on va commencer à considérer même des problèmes psychologiques et sociaux comme étant des problèmes biologiques à l'intérieur de l'individu, qui aurait, même que j'ai regardé dans les recherches sur la déviance et la non-conformité, qu'il y a des recherches qui sont en médecine pour trouver le gène de la déviance, comme si ça existait un gène de la déviance. La déviance n'existe qu'en société, on l'a vu un peu au dernier cours, mais l'idée de la dépression est très, très forte comme étant un problème du cerveau. Toutefois, ce qu'on constate, c'est que la majorité des dépressions, c'est essentiellement des femmes qui sont déprimées. On a vu un peu dans le cours qu'il y a quand même l'idée de la surcharge du travail, la double tâche également. Hein? C'est-à-dire que les femmes font le même nombre d'heures que leur mari au travail, mais ont encore des tâches associées à la sphère domestique, le ménage, le repassage, le soin des enfants. Donc, toute cette sphère-là, mais qui amène un poids supplémentaire. Hein? Pour ceux que ça intéresse, c'est ce qu'on appelle la charge mentale. Mais effectivement, c'est un poids qui est supérieur. Également, en tant qu'enfant, on vit des difficultés que, donc, évidemment, n'ont absolument pas à vivre également. Hein? On passe, par exemple, à tout ce qui est harcèlement sexuel, à la fois dans la rue, mais également au travail. Donc, un ensemble d'éléments qui ajoutent à cet élément-là. Et également, chez les personnes déprimées, on se rend compte que c'est davantage les gens, dans le fond, c'est les femmes et également les gens défavorisés. À quelque part, pensez-vous que les gens défavorisés, les femmes, ont des cerveaux différents des autres? Il y a peut-être des problèmes sociaux qui vont créer ce type de situation. L'autre écueil qu'il faut se méfier, et là, vous allez voir, je vais me tirer dans le pied, mais c'est quand même important de le souligner, c'est le sociologisme. L'entièreté des problèmes ne sont pas que des problèmes sociaux non plus. Les problèmes psychologiques existent, il n'y a pas que la construction sociale de la réalité. Hein? Les cas de dépression, les cas d'anxiété, les cas de névrose, les cas de psychose au sens large, ce sont également des problèmes psychologiques. Donc, il faut se méfier à la fois de considérer que tout est problème psychologique, que tout est problème biologique et que tout est problème relevant de la sociologie. Hein? Donc, je me tire un peu dans le pied en disant ça à la fin, mais il faut quand même le souligner. Tout n'est pas que problème social également. Hein? Il faut quand même le souligner. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous souligner. Hein?